Bonsoir à tous, bienvenue au club. On est ravis de vous retrouver comme chaque semaine, ou régulièrement en tout cas dans cette émission depuis septembre. On vous accueille avec celles et ceux qu'on aime, qu'on a aimés, qui sont encore là avec nous aujourd'hui, qu'on est content de retrouver. Là vous verrez, ce sont des habitués de cette émission qui nous reviennent cette semaine. Le premier invité, j'ai hésité à l'inviter parce qu'il est assez vite intenable. Regardez, la meilleure définition, c'est regardez cette image. Regardez les amis, je vous ai ramené des Legos. Pardon. Je suis désolé. Bonsoir Johan Sauveur. Alors on avait un partenariat avec Lego. On n'a plus. Si on l'a encore, mais ils s'attendaient pas à m'avoir à m'avoir sur l'émission comme ça. Oui, je suis désolé. En plus, on a mis un temps infini et toute la prod a été trop mignon. Tout le monde a ramassé ses Lego et je crois qu'il y en a encore sur le décor, un peu sous des trucs. Oui, c'est comme ça, c'est pareil. Oui, c'est... oui. Et encore, t'as pas tout vu parce que cette semaine ou la semaine prochaine, je crois, il en sort une aussi où il s'est passé un truc un peu. Comme il vit à peu près tous les 15 un jours. peu gênant. On Voilà. va les garder, tu nous les mets sous le coude, un petit. J'avais pas vu. En plus. Ouais, bah moi je l'ai vu. Je pensais pas qu'il l'avait passé. Elle était très sympa. Sponsorisé par Lego. Merci Johan Sauveur. En plus, j'étais hyper fier d'arriver. Ça se voit, hein, je suis Oui, fier. t'es fier. Ouais, des Lego. Il est toujours très fier. Toujours très fier. En face de lui, il y a deux personnes qui ont plus de raisons d'être fiers d'être là. Qui sentent très bon. Et qui sont très bons. Elle vient de nous présenter, vous la connaissez évidemment parce qu'on l'a reçue très souvent dans la loi des séries pour parler notamment d'une série quotidienne sur TF1 à laquelle elle a participé pendant quasiment 2 ans. Lucia Passanetti qui vient nous présenter une pièce de théâtre qui s'appelle Kids, qui est à Paris jusqu'à la fin du mois de mars. Bonsoir. Bonsoir. Et un éditeur qu'on aime beaucoup parce que on a dû montrer une bonne douzaine de fois l'histoire de Pif et son gadget dans cette émission tout au long de l'année. Il revient avec une nouvelle campagne de participation, de participation, de financement participatif. C'est mieux dans ce sens-là. C'est ce que je me demandais, comment on dit en français justement. Ouais, De financement participatif. Ou une souscription, qui est le terme ancien, puisque l'encyclopédie avait été financée par la souscription. C'est ça. Et là, c'est pour éditer un film de 1987, Les Maîtres de l'Univers, donc adapté du dessin animé de Mattel, produit notamment avec Mattel dans les années 80 dans Recréa 2. On va revoir un petit extrait dans un instant. Premier film donc avec Courtney Cox de Friends. Dolph Lundgren. C'était sa première apparition. Et c'était le deuxième film de Dolph Lundgren qu'il n'avait fait que Rocky IV avant. Ah ouais. Et une petite apparition en méchant, mais sans dialogue, dans un James Bond. C'est pas n'importe quoi. Non, le film a un petit cachet. Le film a une histoire qui la rend passionnante. Voilà, son passif, en tout cas, réalisateur, acteur et tout, c'était pas n'importe quoi au départ sur le papier. Après, je sais pas. Tu vas voir. On va en parler. Et je fais un petit coucou d'ailleurs à mon ami Jerry que tu avais vu dans cette émission Mortel G, puisque il sera aussi dans les bonus. C'est un grand collectionneur des Maîtres de l'Univers, donc il sera dans les bonus. Il pouvait pas être là ce matin, mais on va évidemment en parler longuement avec lui dans cette émission. Il reviendra. Puis nous aurons une quatrième invitée qui va nous rejoindre dans un instant. Elle se lance dans la musique et elle viendra nous le présenter. Et je pense que ça va lui faire plaisir, à mon avis, de rencontrer notamment Johan, parce que je pense que j'adore cette phrase. Elle a grandi avec lui. Voilà. J'ai 90 ans. Mais non, mais je l'ai vu être ravi il y a quelques semaines de rencontrer l'animateur de In The Boîte sur Gulli. Et je me dis que Johan. Bah oui. Oh. Et je me dis que si elle a forcément aussi. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas notre ami, alors on a parlé souvent de ses voix, on a parlé des Maîtres de l'Univers, des frères Scott, que notre ami Maxime adore. Mais il y a d'autres voix qu'il a fait. Et parmi ces voix-là, alors on va voir une photo apparaître à l'image. C'est qui? Oh, les dodos dans l'âge de glace. Mais oui, cette fameuse pastèque. Bah oui, la pastèque. Vous réussissez à la voir, cette pastèque, Mais oui. Tu sautes dans le trou, tu crames. Oui. Ils ont pas de chance. C'était pas. Mais ils sont nombreux, ils sont ensemble, en groupe. C'était très, Et tu les fais beau. tous? Alors non. J'étais avec Jérémy Prévost. J'étais avec... qui y avait encore avec moi? Une bande de tarés. J'avais adoré ce film, mais on s'était vraiment bien marré à faire ça. La pastèque. Et la pastèque, hystérique. Et tu te dis, je suis payé pour faire la pastèque. Et je pensais que ça passerait... Il y a des petits trucs comme ça que je pensais vraiment que ça passerait inaperçu. Mais j'adore parce qu'on a reçu il y a quelques semaines un autre comédien qui est Marc Lesser, et qui dans Le Monde de Nemo faisait, je crois, les pélicans, et qui dit qu'il avait enchaîné les pourquoi sur différents levels et sur différentes intensités. C'est surréaliste. Oui, on devait en faire 2 chacun, un truc comme ça. Avec Jérémy, je me souviens, il y avait Jérôme Powell aussi. Et quand tu vois maintenant ce qu'ils sont devenus, c'est quand même high level et tout. Et c'était dirigé par Nathalie, qui était absolument incroyable et qui ne prenait que des fous. Elle est bien tombée. Toujours, c'est ma bande de tarés. Elle était très bien tombée. Elle est très bien tombée. On travaillait souvent avec elle du coup.
Elle aimait les fous. Et autre personnage qu'il a doublé, cette fois-ci au cinéma, dans des grands films. Ah, j'adore. Q. Mais j'adore. Avec Daniel Craig, évidemment. Ouais. Oui. C'est une très très belle aventure, les James Bond. Moi, je connaissais en tant que... J'étais pas fan au départ, mais j'aimais bien. Mais je regardais ça genre en rediff sur des chaînes et tout. Et quand j'ai commencé l'aventure, je me suis aperçu de la fanbase déjà qui est absolument énorme sur les James Bond. Et surtout, la production est venue me rencontrer pour me dire bienvenue dans l'équipe et tout. Et j'ai trouvé ça incroyable qu'ils fassent chaque pays. Alors que maintenant, c'est assez rare, ouais. Et vraiment, ils sont venus pour une journée de doublage pour voir le nouveau Q en France, et on dit pas le nouveau Q. Ils sont venus voir le nouveau Q. Et j'ai une anecdote pour ça, c'est que je suis désolé, je vais griller quelqu'un, mais il y a sur la dernière avant-première du film de James Bond Mourir peut attendre, je crois que ça s'appelait. Il y avait un journaliste qui nous a fait des interviews et sur l'avant-première, ils avaient mis le magazine. Sur tous les sièges, et moi je suis hyper content, je suis oh là là, il m'a foutu en 2 pages et tout, il parle de Q en France et tout, et le titre c'était le plus beau Q le plus beau Q de France ou un truc comme ça, le plus beau Q de James Bond, voilà, le meilleur Q de James Bond. Alors tu vois, c'est un Q comme ça et j'étais là, waouh, c'est génial, j'avais pas encore tilté le second degré. Et du coup, j'ai mis ça en story direct et je comprenais pas. Les gens, ils faisaient lol, 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 lol. Et ils étaient là, non, c'est pas vrai. Et j'étais là, bah, y a pas de lol. Et ils devraient tous applaudir. Et ils devraient être genre, ouais, Johan et tout. Bah, non. Et en fait, après, je me suis aperçu de ce qui était écrit. Je fais, d'accord, je suis le plus beau cul de France. Le plus beau cul de James Bond, en tout cas. Bien, écoutez, on va savoir si ce sera validé dans cette émission. Vous aurez 40 minutes pour valider si c'est le plus beau cul de France. Puisqu'il nous fait un live en même temps dans l'enregistrement, est-ce que vous trouvez que votre Johan Sauveur est le plus beau Q de France? À vous de nous le dire en commentaire. On va d'abord évidemment mentionner tout ça. Alors toi, t'interviens quand tu veux. Tu sais alors, tu viens tellement régulièrement. Juste, le journaliste sera pas viré. On a trouvé ça très drôle. Vous inquiétez pas. Non. Tout le monde est ravi de ce titre qui voulait dire autre chose. Voilà, ne faites rien à ce pauvre journaliste. Non, on lui fera rien. On lui fera rien. Mais dans un instant, on va savoir si notre 4e invité a bien grandi avec Johan Sauveur. Alors, je transmets comme ça, elle saura à qui elle a affaire. Si elle a regardé les frères Scott, Lucas Scott, si elle a regardé KD2A, si elle a regardé Big Bang Theory, si elle a regardé tout ça, elle connaîtra forcément. Avant de la faire nous rejoindre en studio, justement, un générique pour lancer l'intervention de notre ami Guillaume qui est avec nous, un éditeur qu'on aime beaucoup parce que voilà, il soutient des projets atypiques. On l'avait vu avec l'histoire de Pif et son gadget, et il soutient les auteurs jusqu'au bout, et ça c'est important. Un petit générique, ça va forcément te rappeler des souvenirs. Toi tu vas patauger peut-être 5 minutes, mais c'est pas grave, regardez, petit générique. On est aux alentours des années 1983 sur Antenne 2. Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Lui, c'est Kringer, mon tigre domestique. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Je détiens la force toute puissante. Kringer se transforme alors en tigre de combat. Et moi, je deviens Musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Les seuls à connaître mon secret sont la sorcière, le maître d'armes et Orko. Ils m'aident tous les 3 à défendre le château des ombres contre les forces du mal. Et voilà, les maîtres de l'univers, le dessin animé produit par Lou Scheimer, qui a produit beaucoup de dessins animés dans les années 80. Ça a été un vrai succès, diffusé dans Recrea 2, que toi tu as repris évidemment dans une des dernières dessins animés sur Netflix. Tu as repris le rôle de Musclor. J'étais hystérique. T'étais hystérique, mais hystérique quand sur les essais tu arrives et que tu vois pas l'image et que d'un coup tu vois... Par le pouvoir du crâne ancestral. Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Voilà, c'était genre ça. Je te jure que j'ai tout donné. Je dis la vérité, je veux ce rôle. J'étais là.
s'il vous plaît, sans Netflix, faites que j'ai le rôle. Et j'étais comme un fou. Après, c'est une nouvelle version, il y a plein d'humour dedans. 3D, c'est très différent. C'est très très différent, ça marche plutôt bien d'ailleurs. La nouvelle génération adore, mais n'a pas du tout la ref. Non, mais vous allez voir la photo du personnage de Musclor, c'est vrai qu'il est très 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 différent aujourd'hui. Voilà. Ce personnage-là. Là, on a cette coupe au bol improbable qui effectivement ressemble à Iron Claw. Zac Efron dans Iron Claw. C'est vrai. Les gens avaient raison. Quand je me battais pour la survie de ce pauvre Zac, en fait, oui, effectivement. Et alors, préparez-vous à un test oculaire, parce que vous allez voir, on va parler du film dans un instant avec Guillaume. D'abord, c'était ton idée ou c'était celle de Jerry de se lancer dans l'édition d'un DVD? Il te l'a proposé? Comment c'est venu? Alors, le point de départ de ce projet-là, c'est Claude Gaillard, avec qui on a déjà fait pas mal de bouquins ensemble, qui avait l'idée d'un livre sur les films de barbares, sur les films qui sont nés dans le sillage du succès de Conan le Barbare, qui est un film de 1982 avec Schwarzenegger, qui était la première adaptation d'un univers d'heroic fantasy au cinéma, qui a eu beaucoup de succès et qui très vite a engendré des descendants plus ou moins légitimes, enfin surtout illégitimes, et donc avec toute une vague qui s'est déployée dans les années 80 avec... On ne le dira pas, parce que je vais vous présenter le mot préféré dans un instant, donc on va en parler. Avec effectivement plein de choses assez super. Tu veux le montrer maintenant? On va le montrer après, parce qu'on va voir un extrait de la bande-annonce des Maîtres de l'Univers de 1987. Ça va piquer les yeux, les amis, préparez-vous. Mais je salue quand même Ophénia qui nous a rejoint, pardon. Si vous la connaissez, plus de 700 000 membres sur Instagram, plus de 4 millions sur TikTok, actuellement dans les clips des Jeux Olympiques, à l'animation de l'Eurovision Junior, un livre et une erreur 404, pour laquelle elle vient nous voir aujourd'hui. Mais l'erreur 404, c'est peut-être ce que vous allez voir maintenant. Regardez la bande-annonce des Maîtres de l'Univers dans les années 80. Tout au bout de l'univers existe une planète où règne un être totalement maléfique. Et il n'y a qu'un homme qui ose le défier. Ils sont lancés dans un combat à mort. Une bataille qui les conduira à travers les cieux. Arrêtez-le! Une bataille qui se terminera. Je veux qu'on les attrape et qu'on me les amène! Sur la surface. Police! Plus personne ne bouge! De la Terre. Je crois que je vais avoir besoin d'un renfort. Vous me montrez le chemin? Bien sûr. Non! D'une lointaine galaxie, ils sont venus sur Terre. Dolph Lundgren est Musclor. Frank Langella est Skeletor. Eux seuls ont le pouvoir d'être... Les Maîtres de l'Univers. Lucia, je voudrais faire un petit test. Toi qui es une formidable comédienne, est-ce que tu pourrais nous refaire le moment de peur de Est-ce que tu saurais le refaire? L'horrible cri de fou. Ouais. Attention. Oh non! Allez, essaye. 3, 2, 1. Voilà. C'est pas. Waouh. Alors, c'est très intense. Regardez, voilà l'affiche. Alors d'abord, je tiens à spécifier que le financement participatif pour lancer le coffret a été lancé il y a quelques jours. En 24 heures, les 100% étaient atteints. Wow. Donc voilà, maintenant c'est que du bonus qui peut arriver. C'est que du bonus et aussi des extras. Et des extras. Parce que les extras qu'on avait vus sur Pif Gadget étaient quand même dingues. Je rappelle qu'il là aussi il fallait, je crois 500 précommandes pour le 300 précommandes. Ils en ont fait à peu près 1500 pour piffer son gadget. Donc c'était comme 1426 exactement. Mais au moment où on compte plus, ils avaient fait des formidables bonus. Et là maintenant, nouvelle aperçu. On va voir défiler quelques petites photos qui vont nous donner un aperçu du coffret, etc. Mais comment on construit justement ce type d'offre? Alors, on l'a construit autour du livre de Claude et on savait que que les meilleurs films, il y avait deux films qui s'imposaient vraiment dans ce genre, qu'on aurait eu vraiment envie de sortir, en plus des films qui n'étaient pas sortis en Blu-ray en France. Il y avait Les Maîtres de l'Univers, et puis il y avait un autre film qui s'appelle Barbarians, qu'on évoquera aussi, qui là carrément fait l'exploit de réunir deux frères jumeaux. Ah, mais c'est ça. Voilà, Barbarians. Ils se ressemblent terriblement. Un film de barbares.
Et donc on a effectivement commencé les démarches pour aller chercher ces films qui sont des films qui appartiennent à des majors. Mais rigolez pas, c'est vachement bien. J'adore. Ah non, mais j'adore. C'est génial. Moi, j'ai très envie de voir ce Goonies sous testostérone. Qui est extrêmement drôle. Excusez-moi, je me tourne juste vers Ophénia. Est-ce que tu aimes les films de barbares? Ouais, ça va en vrai. C'est ce que je regarde le plus. Ça pique un peu les yeux quand même. Vous avez retouché un peu les photos ou c'est vraiment celles des années 80? Il y a un peu de retravail, mais c'était des affiches peintes souvent dans les années 80. On l'a vu, celle qu'on a vue avant. Oui, c'est l'affiche française peinte par Jean Massy, qui était un grand affichiste français. Et puis l'affiche américaine, elle était peinte par Drew Struzan, qui est là une légende vivante, qui a fait les plus grandes affiches de Star Wars, Indiana Jones, qui était un des plus grands peintres du cinéma pour le cinéma américain. Mais oui, c'était des films qui en promettaient beaucoup au niveau de leur visuel, qui tenaient pas forcément toujours la promesse, mais les affiches, les visuels faisaient vraiment partie de l'expérience de ces films. Voilà. Et là, il y a effectivement une belle offre. Donc effectivement, vous allez avoir le coffret collector des Maîtres de l'Univers, le film, couplé avec le livre, parce que je crois que l'offre qui est là pour l'instant la plus suivie par les participants, je sais pas comment on dit, c'est celle qui réunit l'ensemble, c'est-à-dire le Blu-ray, c'est celle le qui DVD et le livre. Le combo avec effectivement le livre de Claude. Alors c'est un beau livre de 256 pages qui couvre tout le genre, qui déborde d'infos, d'anecdotes, de reviews sur des films et puis aussi des visuels, parce que ce que je disais juste avant, c'est des films. C'est un petit format le livre, parce que quand je dois rentrer dans le coffret, c'est un livre qui est. Parce que là il a l'air de rentrer. Non, parce qu'il a l'air de rentrer dans le coffret DVD. C'est pour ça que je me dis. C'est pas le coffret DVD, c'est le DVD. C'est le fourreau. Tu as aussi dans les visuels un visuel où tu vois la proportion du DVD par rapport au livre. On va tout mettre, on mettra dans le billet de replay aussi. Presque un A4. Et dans lequel il y a également des beaux tirages, d'autres visuels, par exemple la fiche taille. On va voir on verra des extraits. Et puis il y a même des petits bonus avec des petites figurines. Alors ça, on n'a pas réussi à les faire tenir dans le coffret, mais on a un tapis de souris maintenant. Ouais, on vous le mettra aussi. Et les figurines, parce que alors là on reconnaît. On a l'impression de voir le musclore du dessin animé, mais on voit bien le Skeletor du film par contre. Alors il s'agit bien du musclore du film, mais qui n'a pas les traits de Dolph Lundgren. Ouais, il n'a pas dû donner son autorisation. Ça c'est une question de droit, ça. C'est totalement une question de droit, exactement. Par contre, il a toutes les armes et l'armure et l'épée du film. L'épée du film, épée que on propose aussi. Mais qui est à 5 exemplaires, je crois. Oui, mais alors on est en train de discuter avec la personne qui l'a fait. Impression 3D. Une réplique à l'impression 3D peinte à la main de l'épée qui fait 1 mètre de haut. Si vous voulez la voir, vous venez dans le billet du replay de cette émission, on vous mettra le visuel de l'épée, elle est magnifique. Et c'est fait notamment par un des artistes du collectif Art of Eternia, c'est ça ? Art of Eternia, exactement, qui est Will Forrest ? Il s'appelle exactement, qui est le collectif réuni autour de Jerry de Mortal J. Donc un collectif de passionnés des Maîtres de l'Univers qui font des nouvelles créations. Des dessins, des jeux, des statues de jeux, c'est génial. Des accessoires aussi, des accessoires custom pour les qui vont avec la gamme de figurines, qui n'ont pas jamais été créés, mais que eux créent. Donc il y a à la fois la partie artistique, puis la partie création, donc à l'impression 3D. C'est ce que Will fait notamment pour l'épée. Et ils ont également fait aussi un tapis de jeu. Ils ont fait il y a pas longtemps un petit Goldorak qui a été un carton puisque il a été mis en ligne en vente à 19h. Un Shogun en fait, et il a été mis à 19h03, il n'y avait plus d'exemplaires dispo tellement ça a été un carton. Ce sont vraiment des artistes et ils font ça avec beaucoup de plaisir. Oui, et puis ils donnent corps à ça et ça devient réel, ça devient concret et voilà. Et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles on tenait, dès qu'on a commencé à imaginer ce projet, on s'est dit mais il faut qu'on implique Jerry, il faut qu'il partage sa passion dans les bonus du Blu-ray et qu'il nous raconte ce que c'est une vie de fan. Alors maintenant, non mais je vous le dis parce que on l'a pas vu, vous le voyez pas. Mais c'est tellement un fan des Maîtres de l'Univers que là, il vient de s'installer dans une nouvelle maison. Donc, il a une pièce entièrement dédiée à sa collection. Et il a fait venir un peintre d'intérieur qui a reconstitué le château des ombres là, sur la porte, en relief 3D, ce qui fait qu'on a l'impression de rentrer dans le château pour rentrer dans sa pièce. Voilà, à chaque fois qu'il qu'il fait une vidéo, il fait des vidéos hyper régulièrement, il fait des vidéos toutes les semaines. Effectivement, il a le décor de la porte. Alors, le château des ombres, il est en forme de crâne. On l'a vu dans le. Et donc, effectivement, il est derrière ce crâne géant. C'est ce qu'on appelle des passionnés. Ouais, mais c'est un passionné en même temps, hyper précis, hyper respectueux, mais aussi qui refait des choses, qui recrée des choses avec son collectif.
Donc c'est une passion qu'on avait envie qu'il nous partage, qu'il nous explique, qu'il nous... Guillaume est de ces éditeurs de livres qui, quand il repère des passionnés, en général, il les lâche pas. Il y a énormément, vous verrez si vous allez sur Pulse, qui est la maison d'édition, il y a énormément de projets très différents. On a parlé de celui-là pour lequel je suis là aujourd'hui. Il y a Pif Gadget, mais il y a aussi plein d'autres autour du cinéma, autour des slashers. Il y a le slasher dont vous êtes le héros, par exemple. Vous rentrez dans un étudiant qui poursuit c'est pas vrai. comme le livre dont vous êtes le héros sur... Mais poursuivi par un tueur sur un campus américain. J'adore les slashers. Je suis désolé, ça n'a aucun et sens. Et puis un travail formidable qui est, vous voyez les vieux manuscrits du Moyen-Âge. Oui. Les vieux manuscrits du Moyen-Âge, il y a un artiste qui les a reconstitués à partir de la pop culture d'aujourd'hui. Donc en mode manuscrit du Moyen-Âge, je te montrerai, c'est formidable. J'ai un exemplaire, il s'appelle Simon de Tuyère et il est absolument formidable. Il est absolument génial. Formidable et hilarant également, et puis aussi avec du fond, puisqu'il y a il y a une vraie passion du Moyen-Âge aussi qu'il cultive. Mais revenons à nos spectacles de gladiateurs. Mais de barbares. Ah oui, c'est vrai. Et de barbares. Oui. Regardez, moi c'est mon petit préféré. J'avoue que j'ai une tendresse pour ce film-là que je trouve complètement délirant. Ah bah regardez, moi je l'aime beaucoup. Regardez. Vous n'avez rien vu à l'effet spécial. The Beastmaster, Darl Invincible. Oh là là. Darl Invincible qui donc peut voir avec on le voit Mark Singer qui est là, qui était le héros de V, qui voit donc avec par les yeux de son aigle qui vole au-dessus machin. Il est en symbiose avec un. Il est en communion avec les animaux, exactement. Et il a c'est un peu le Yakari. Non, Yakari. C'est un peu un succès d'année de Yakari effectivement, mais qui a été un peu plus à la salle et qui s'est épilé et qui a toujours de l'huile sur le Il est très très huilé. Il est très très et ça peut glisser lors d'un combat quand même. Effectivement, c'est formidable. Regardez ce Mark Singer. Et donc il est effectivement. On va avoir un petit extrait peut-être du livre. Il est dans un des. Évidemment, voilà. Là, on a un extrait du livre à l'intérieur. Donc évidemment, vous voyez avec des belles photos. Vous avez là les maîtres de l'univers. Vous avez Darl Invincible et vous avez Conan le barbare en bas. Voilà, avec quel film avec lequel tout a commencé. Alors dans l'Invincible, il s'agissait de la part des producteurs de faire quelque chose de plus familial, c'est-à-dire de reprendre le thème du barbare. Alors c'est vachement sombre. Alors ça l'est quand même moins que Conan. C'est vrai. Comme tu peux le voir, là quand il transperce son ennemi, ça reste, c'est pas trop sanglant, hein, parce qu'on va pas. Il y a effectivement les grosses bestioles qui arrivent dans le souterrain quand il y a des bestioles qui font un petit peu peur. Ouais, il y a un masque en fait quand on le coule à l'intérieur, il y a une espèce de liquide vert, ça prend possession des gens. Mais c'était les années 80. Souviens-toi les Goonies, moi je flippais. Il y avait des trucs, c'était génial. Mais celui qui était un peu difforme et tout, moi j'ai flippé grave. Non, on n'avait pas la même notion de. Voilà, alors qu'il était si gentil. Mais au départ, les maîtres de l'univers, les jouets maîtres de l'univers, leur histoire, c'est qu'ils ont été conçus comme une version de Conan en jouet. C'est-à-dire que le Mattel était assez frustré de ne pas avoir accepté la proposition de George Lucas de s'engager sur Star Wars. Alors, avant que le film existe, Star Wars Lucas avait déjà l'intuition que les jouets allaient donner quelque chose. Et donc Mattel a dédaigné la proposition, et donc c'est Kenner Toys qui est devenu le fabricant officiel de Star Wars des jouets Star Wars pendant des années, et qui a réalisé plus de recettes que les films eux-mêmes. Hein, donc exactement. Et donc au moment du succès de Conan, le directeur de Mattel de l'époque, le patron de Mattel de l'époque, s'est dit non mais là ça je vais pas le louper. Sauf que ils n'avaient pas vu le film non plus encore, parce qu'ils ont voulu se positionner en amont, et ils se sont dit non, ça va pas aller, c'est beaucoup trop sombre. C'est une fantaisie adulte ou au mieux jeune adulte, hein, et donc quand même qui convoque tout un imaginaire qui est absolument pas enfantin du tout. Mais donc ils ont continué à développer cette gamme de héros musculeux qui a fini par donner lieu à son propre univers. Et le dessin animé au départ était un support de promotion. Hein. Il y a eu des comics pour vendre des jouets. Et ensuite le dessin animé, la première version du dessin animé était fait pour vendre les jouets. Comme ça arrivait très souvent dans les années 80. C'était du brand content. Comme ça arrivait effectivement, ça a été prototypé dans les années 80. Masque, exactement. Tout ça, c'était des exemples. On a inventé ce système-là, et donc les fabricants de jouets sponsorisaient, investissaient dans la production de dessins animés, avec un effet d'aubaine forcément pour tous les diffuseurs, parce que ça faisait des choses qui étaient quand même relativement qualitatives.
pas trop non plus, mais relativement qualitative. Effectivement, avec une fraction du coût de production, puisque le fabricant de jouets investissait, était co-investisseur. Alors après, le dessin animé est devenu quelque chose. C'est ce qu'on appelle le merchandising, qui aujourd'hui se développe partout à tous les niveaux. Hein, Oui, le brand content, hein, c'est le nom qu'on donne à des contenus autour d'une marque. Les années 80, de toute façon, c'est des années où on a prototypé plein de choses qui nous paraissent absolument courantes aujourd'hui. Et la licence a pris, c'est devenu un vrai succès de magasin de jouets, un succès formidable, qui a commencé à décliner un petit peu au bout de quelques années. Et c'est le moment où Mattel s'est dit, maintenant, il est temps de passer à la vitesse supérieure et de donner une version live au maître de l'univers. Et c'était eux qui produisaient aussi, du coup. Alors, ils étaient coproducteurs et ils ont démarché tous les studios. Bon, les studios hollywoodiens à l'époque n'étaient pas encore prêts à faire des choses vraiment aussi pop-corn que ce qu'ils font aujourd'hui. Ouais. Et ceux qui ont répondu présent à l'appel, c'est les deux cousins d'une compagnie qui s'appelait la Canon, la Canon Group, qui étaient deux types assez incroyables, deux mecs qui étaient partis, qui avaient eu beaucoup de succès comme producteurs et réalisateurs en Israël, et puis qui sont partis tenter leur chance en Amérique, en partant de rien, parce qu'à l'époque, quand on partait d'Israël, on n'avait pas le droit d'emmener l'argent. Et donc, ils ont recréé un studio à peu près en partant de pas grand-chose, en rachetant une petite boîte familiale et en faisant des films que personne n'osait faire. Donc ils ont commencé à faire des films avec Chuck Norris, des films de ninja, des trucs totalement improbables. Et à un moment, ils ont voulu aller jouer dans la cour des grands. Donc ils se sont attachés. Ils ont pris Stallone sous contrat le temps de quelques films. Et puis quand on leur a proposé les maîtres de l'univers, ils ont dit oui, banco, on y va. On coproduit le film avec Mattel et c'est parti. On va faire un truc incroyable. On va faire le nouveau Star Wars. Et la suite. C'était déjà perdu. Et la suite, ce sera, je vous le dis tout de suite, parce que je crois que le livre est attendu pour le mois de juillet. Exactement. Et nous allons faire une émission en fin d'année sur les maîtres de l'univers, à l'occasion de la sortie du livre. Je veux qu'on le refasse avec Jerry, avec toi, avec l'auteur du livre. Je veux qu'on fasse vraiment une émission globale, ça fera plaisir à plein de gens. On partira de toutes ces séries. Et on aura l'épée. Et ce sera vachement bien. On aura eu le temps de s'entraîner. Je pourrais crâner un petit peu dans le studio. Est-ce que tu referas la petite choré là, de Mark Singer là, Il faut d'abord rouler, après faut rouler sur le dos. C'est ça, voilà. Rouler sur le dos, j'ai peur celui qui se rend dessous. Schwarzenegger raconte que pour Conan, il a passé des semaines à apprendre à faire ce maniement d'épée. C'était un truc. Mais ça a l'air vénère. C'est dangereux. Très vénère. Enfin, je n'ai pas l'air crédible comme ça quand je le fais. Rendez-vous au mois de juillet, enfin peut-être fin juin, début juillet, pour la fin de la saison du club, pour une émission spéciale Les Maîtres de l'Univers, parce qu'on va vraiment rentrer dans le détail, et là on va avoir confrontation, match entre spécialistes et passionnés, et ça va être sanglant. Moi, ce que je voulais vraiment, c'était soutenir ce projet et l'accompagner, parce que voilà, même si là les 100% sont atteints, il y a toujours besoin de plus, parce que croyez-moi, et puis il va y avoir des récompenses aussi pour les gens, c'est-à-dire plus il va y avoir de gens qui vont souscrire, plus on va offrir des cadeaux. Là on est en train de travailler sur une gamme de stickers plutôt sympa, parce que oui, il y a encore des grands enfants qui seront très heureux d'avoir un logo, un sticker maître de l'univers qui brille à mettre sur leur ordi. J'adore. C'est génial. Et c'est pour vous les enfants, c'est pour vous, c'est les grands enfants que vous êtes restés, et vraiment, moi je sais que le film qui vaut ce qu'il vaut, vous le découvrirez peut-être, il est entre de bonnes mains avec cette collection et ce livre que vous allez découvrir. C'est la porte d'entrée de ce financement, mais la porte presque de sortie, ce sera la sortie du livre au mois de juillet, et cette émission spéciale que je vous annonce déjà. Il faut juste caler la date quand le livre sera fait, mais voilà, a priori là le livre il va être fait, il va exister, donc c'est déjà une belle récompense. Basculons sur un autre univers, le tien. Ouais. Très différent, mais c'est ça qui est la magie de ce club, c'est de basculer dans des univers différents avant de découvrir ce qui se cache derrière cette erreur 404, que tout le monde se pose la question. Il y a des merchandising à ton effigie ou pas ? Oui. Ouais. Que tu as validé ou que tu n'as pas validé d'ailleurs ? Il y en a que j'ai pas validé. Comme quoi ? Ça dépend, mais des fois il y a des abonnés qui s'amusent à faire des poupées. Oui, enfin non, c'est pas des poupées, c'est des pop là. Non, c'est des sur des t-shirts, etc. En fait, ils fabriquent eux-mêmes. Ah oui, d'accord. Voilà. Et c'est ressemblant ? Une fois, ils avaient mis un tronc d'arbre, ils avaient mis ma tête et tout. J'étais en mode, oh waouh. C'est mignon, mais bon. Oh waouh. Je sais pas. C'était assez étrange. C'est sympa. Et est-ce que tu l'as croisé dans la rue, ce t-shirt ? Mais l'attention était là, quoi. Au final, elle est toujours très 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 positive, mais il y a des fois, il faut savoir être un petit peu plus négatif. Il faut savoir être négatif. Alors, justement, vous l'avez aimé en chef pâtissier.
pâtissière dépressive qui pleure dans Ici tout commence pendant 1 an et demi. T'as crié, non, pas un peu. Mais J'ai elle a beaucoup pleuré. dans Elle était Ici tout soumise, il faut dire, dans Ici tout commence, au tyran Tessier, incarné par Benjamin Baroche, et elle a pleuré pendant 2 ans. Mais c'était un plaisir parce que cette fille est vraiment. Le méritait un petit peu aussi. C'est insupportable. Mais tu le faisais tellement bien. C'était un plaisir. On l'avait découvert, nous, pendant le confinement, puisque il y avait eu 2 diffusions, un section de recherche et un Mystère des majorettes sur France 3. Un polar, et puis évidemment, ensuite, Ici tout commence. Et aujourd'hui, une pièce de théâtre qui se joue à Paris. Voici un petit extrait du teaser. Alors, elle n'est pas dedans, c'est le teaser d'avant. Ouais, mais c'est une reprise de rôle que j'ai c'est fait. une reprise de rôle, mais voilà Kids qui se joue jusqu'à la fin du mois de mars. 29 février 1996. Après 4 ans de guerre, c'est la fin du siège de Sarajevo. Dans la ville dévastée par les obus restent pêle-mêle des cadavres, mais aussi des orphelins de toutes origines. Ce sont les kids. Et voici la pièce Kids. Oui, hein, ça, à la Scala. C'est évidemment un sujet, là, pour le coup, très fort. On est sur un autre registre. Mais je ne suis pas étonné de te voir dans ce genre de J'aime bien ce genre de choses. J'aime bien les choses un peu engagées, militantes. Ouais, ça me parle quand même pas mal. Et alors, effectivement... Et t'avais des envies de théâtre. Tu l'as toujours dit. Ouais, j'ai toujours eu très envie. Je pourrais pas abandonner l'un ou l'autre. Là, je suis beaucoup au théâtre en ce moment, du coup, j'ai très envie de tourner, voilà. Mais c'est trop extraordinaire le théâtre. Et en plus, ça nous donne la possibilité, la magie qui est autour, nous donne la possibilité de monter ce genre de spectacle-là, qui est quand même très particulier. C'est Fabrice Melchior qui a écrit ce texte. Ce sont des enfants. On joue des enfants, des orphelins de guerre pendant le siège de Sarajevo. Et en 96 exactement. En fait, c'est le jour de la paix et des retours en arrière qui nous permettent de raconter un peu tout ça. C'est le jour de la paix, sachant qu'ensuite on bascule dans autre chose qui est la guerre avec le Kosovo, qui va durer jusqu'en 99 de mémoire. Donc voilà, donc c'était une période très trouble pour ce pays. Très 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 compliqué. Et je pense que l'intelligence qu'a eu Fabrice Melchior d'écrire ce texte où ce sont donc des enfants, c'est que les enfants sont extrêmement honnêtes, les enfants ne se rendent pas compte. Et du coup, c'est extrêmement trash, c'est violent, c'est une pièce qui est dure. C'est assez fou d'ailleurs, on sort, les gens sont... on sort de là, on doit être... de tout ça, ouais. On pleure pas mal, mais on a... comment dire, on peut correctement parler de cette violence en le faisant à travers la bouche des enfants. Ce qui fait que c'est d'autant plus choquant et que ça fait d'autant plus mal quand on le voit, mais qu'en même temps, c'est la meilleure manière d'en parler. Et en plus, je crois que cette pièce est très, très importante en ce moment et que tout ce qui se passe à Gaza. Ouais, notamment, ouais, carrément, ou en Israël, pareil. Enfin, c'est terrible, c'est-à-dire que les enfants sont en première ligne de ces conflits et sont les premières victimes, finalement, des tensions et des combats qu'il y a partout. En Afrique, c'est pareil. Enfin, voilà, donc, ouais, c'est vraiment ça. Et puis, ce qui est trop beau... On le voit, on nous entend souvent, on a des mots en anglais, ils se battent, ils veulent apprendre, même si c'est pas, ils savent qu'ils vont pas faire grand chose un jour, mais les 3 mots d'anglais qu'ils vont entendre, ils vont essayer de les réutiliser, de comprendre eux-mêmes ce que ça veut dire. Et chacun représente comme ça des petits bouts d'humanité auxquels s'accrocher dans ces moments horribles. Ouais, évidemment. Et c'est vrai que c'est un très joli cadeau à jouer, c'est assez merveilleux. C'est à la Scala qui est à Paris, et tu disais que ça te donnait envie, effectivement, maintenant que tu es au théâtre, où tu en fais beaucoup, de retourner. Tu as des envies, tu as des projets, je sais que tu as des projets de court-métrage, certainement aussi. Mais... je sais, moi j'ai toujours 150 000 envies, oui, alors j'ai un peu de mal à canaliser les choses. Non, là, j'ai des trucs que j'écris. Ouais. J'aimerais bien réussir à aller au bout. Voilà, donc ça j'en parlerai le jour où ce sera arrivé au bout. Mais même. Tu m'avais pas déjà dit ça la dernière fois que t'es venu? Oui, c'est ça. Si, mais j'ai commencé à écrire 2 autres films depuis, donc t'inquiète. Mais normalement cet été là où il y a un festival qui est organisé par l'autre compagnie avec qui je bosse et on va sûrement faire une mise en lecture d'une pièce que j'ai écrite pour le coup. Très bien. Donc. Et entre temps, tu reprends la pâtisserie ou pas?
J'adore pâtisser chez moi. Ça se dit pas pâtisser. Si. À vos marques, prêt, pâtisser. Bah, si. Voilà. Non. Je te contredis pas. Le meilleur pâtissier, c'est ça. C'est la... Bref. La prochaine fois, je t'emmènerai des gâteaux. Ah bah voilà. Est-ce que tu te remets à la pâtisserie quand même parce que tu bottes en touche? Non, il n'y a pas de retour. Il y a pas de retour. Dans le cycle commence. Non, mais j'ai la série Rivage qui va sortir de David Oreille. Exactement. Il y a la série Rivage avec notamment Daniel Jolobé qui est dedans. Oui. Mon ami Daniel Jolobé qui forme, bah oui, que tu connais, qui fait beaucoup de doublage. C'est la voix d'Idriss Elba au cinéma, notamment. Et puis voilà, il y a une belle distribution. Il y a Fleur Geffrier aussi. Fleur Geffrier qui est époustouflante. Ouais, c'est une série fantastique. Ouais. Série fantastique sur la nature qui se réveille, on va dire. Ouais. On peut dire ça comme ça. Trop bien. Et Daniel Oureg, on lui doit des séries comme Scam, on lui doit Germinal, on lui doit... il en a fait plein. Enfin, c'est un gros... Il y en a une autre qui va sortir, je sais plus ce que c'est. Et là, après Rivage... Et puis il a fait les 2 premiers épisodes de Mercato sur TF1 avec Arnaud Ducret et Manon Azem. Tu dois connaître aussi. Voilà, que des gens du doublage. Mais quand est-ce que tu fais une série, toi? En ce moment, là, je viens de faire un petit film. Donc, non, pas que. Ah oui, que je viens de tourner là, ouais. Ben, j'ai tourné la nuit du coup parce que j'avais pas l'emploi du temps pour. Ah, je crois qu'on t'avais pas l'autorisation de sortir. Non. Du coup, c'était un petit peu compliqué, mais j'ai fait ça la nuit, ouais. Il est très occupé. Il faut dire que tous les week-ends, il est en convention. Oui. Voilà, pendant 12 heures sous les semaines, il signe des autographes et il fait des photos. Quand il a du temps, il fait 15 lives TikTok par même semaine. Si je pouvais le faire pendant mes doublages et tout, ça ferait 2 trucs. D'ailleurs, il y en a un là, coucou, pendant l'enregistrement. On est en live là tout de suite. Salut. Ouais. Vous n'aurez qu'un petit truc de l'émission. Mais oui, les séries, tu vois là ce que tu me dis, tu vois le théâtre tout de suite me fait vibrer. Maintenant, je marche qu'avec ça. Qu'avec mon cœur, qu'avec si ça me fait vibrer le projet. Et même la série là dont tu parles m'intéresse d'un coup. Je me dis, ah ouais, ça doit être bien et tout. Des choses un peu innovantes. Et c'est parce que quand tu commences à faire vraiment beaucoup de doublage sur des séries coréennes, américaines et tout, t'as quand même du level dans le jeu et du coup tu commences à t'habituer à jouer des trucs de malade et tout et j'ai envie de tourner ça du coup, de tourner des choses qui viennent me chercher en tant que voilà, que ça me fasse vibrer et pas faut que ton cœur batte, il palpite si vite. Merci à tous. C'est la ref. La ref, c'est l'Eurovision. Il est très très bon. Fallait faire la ref, c'est l'Eurovision Junior. Et tout le monde se tourne vers toi. Tout le monde se tourne vers toi. Non mais tu as la chance d'animer l'Eurovision Junior en décembre dernier avec Laurie Tillman et Olivier Mine. Donc oui, pas mal. Olivier Mine, on adore Olivier Mine. J'adore. Oui. Hyper naturel. Alors les gens te connaissent, on t'avait reçu il y a quelques semaines avec Noëlla. Tu étais venu participer au club avec Noëlla et tu venais nous parler un petit peu de ton expérience effectivement sur les réseaux sociaux, des expériences parfois sympas, parfois compliquées. Oui. Et on sait qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué, clairement, puisque vous avez des enquêtes exclusives. D'ailleurs, je fais un petit message. J'ai un petit message aux gens qui nous regardent. Les gens qui aiment Ophénia, vous êtes les bienvenus, évidemment. Voilà. Les gens qui n'aiment pas Ophénia, c'est pas la peine de m'envoyer des mails après chaque émission où elle vient pour me dire il ne fallait pas l'inviter. Mais ça ne sert à rien, je fais ce que je veux. Non, mais on fait ce qu'on veut. Mais elle a le droit d'exister. C'est quoi le délire en fait? J'ai pas compris. C'est insupportable. En fait, il y a beaucoup de gens qui inventent des rumeurs, qui me diffament, qui me calomnient. D'accord. Et du coup, il y a des gens qui ne se renseignent pas comme il se doit. Et qui font des enquêtes exclusives du pauvre sur les réseaux sociaux pour faire des enquêtes. Alors, d'ailleurs, que ce soit fondé ou pas, c'est pas le principe, c'est pas le problème. On aura l'occasion d'ailleurs d'en parler avec Ophénia dans d'autres endroits. On en reparlera. Mais en tout cas, voilà, c'est pas la peine. Les gens qui viennent ici, si vous aimez pas, vous zappez, c'est pas très grave. En fait, c'est hyper simple. Il y a un truc qui s'appelle télécommande ou alors on-off sur n'importe quoi. Sur la télé. C'était pour les boomers. Non, mais même sur un téléphone, c'est hyper simple de slider. Tu t'en fous en fait. Arrête. Et alors, moi, j'adore. De dire, moi, j'aime pas. Moi, j'adore répondre maintenant. Mais oui, la dernière fois, on me dit, j'aime pas du tout cette série. Et je dis, moi, je mange pas de viande. Voilà. Et là, t'as les gens qui sont. Attends, je pense qu'il y a. On s'en fout! Et alors, moi, ce que j'adore avec des gens comme Ophénia, c'est que plus on lui dit qu'il faut qu'elle arrête, plus elle fait des trucs. Ah oui, moi, en fait, j'ai un truc, c'est plus on me dit t'es gênante, etc. Puis je me dis, ils sont pas aimés, je vais refaire la même vidéo. Ah, j'adore! C'est une très bonne réponse, c'est génial de faire ça. Voilà. Mais oui. Mais oui. Après, on l'a tous connu à différentes époques, on en parlait avec Noëlla, des gens qui, effectivement, fort du succès, étaient critiqués. Ça fait partie de la règle du jeu. Aujourd'hui, elle a la chance de rassembler plein d'enfants, de gamins, d'adolescents qui viennent la voir et la rencontrer. Et c'est super, il faut le faire. Et du coup, une nouvelle aventure qui arrive. C'est très particulier parce que, alors, je vous explique, à l'heure où on enregistre cette émission, le projet n'est pas lancé, mais à l'heure où vous le regardez, il est déjà existant. Donc, on fait comme si ça existait déjà. On a un tout petit teaser à vous montrer. L'erreur 404.
que vous voyez sur les réseaux d'Ophénia peut-être depuis quelques jours, voilà ce qui se cache derrière. La main sur la bouche, l'âme sous la gorge. On se reprogramme, erreur 404. C'est très court. C'est très court. C'est une première chanson que tu sors sur les violences faites aux femmes. Violences conjugales. Voilà, aux violences conjugales notamment, les violences faites aux femmes dont on parle beaucoup en ce moment. Et évidemment, l'attitude aussi des gens qui sont autour. Puisque la chanson que moi j'ai eu la chance d'écouter, je crâne là parce que je peux le faire que maintenant. Parce que d'ici là, quand vous l'aurez vu, tout le monde l'aura entendu. Mais moi je peux profiter crâner que je l'ai déjà écouté. Et effectivement, ça commence par une femme qui est dans la rue avec son mec et qui, grosso modo, s'en prend plein la tronche et personne n'intervient. Exactement. Personne n'intervient. T'as choisi la facilité pour un premier titre, pour te lancer dans la chanson. J'ai choisi avec le cœur, je pense. C'est le plus important. Je voulais faire une chanson qui me ressemble. Moi, je suis très piano-voix. Je voulais faire un truc pas avec plein de sons partout. Je voulais vraiment faire quelque chose qui me ressemble, c'est-à-dire simple et naturel. Quelque chose qui touche le cœur directement. Quelque chose de pur. Mais là, quand même, c'est un sujet compliqué. Ouais. Nécessaire à traiter, important à traiter. Et c'est pas ma voisine de gauche qui me le dira, parce que je sais qu'elle est très, très, très impliquée dans tous ces sujets-là. Sur les réseaux sociaux, elle le met en avant très régulièrement. Mais quand même, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est sûr que c'est pas facile, mais je trouvais que c'était important de pouvoir aussi le mettre en musique, parce qu'on n'en parle pas souvent, et souvent c'est tabou. Il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à s'en sortir, il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à en parler, et c'est dommage. Et je trouve qu'à travers cette musique, il y en a qui peuvent se projeter, on va dire, sans ce côté violence conjugale, et il y en a qui vont comprendre que ça parle aussi des violences conjugales et qui vont également se projeter. C'est aussi un petit clin d'œil pour toutes ces femmes qui le vivent. Et comment on parle dans une chanson quand on a à la fois des gens dans sa communauté qui ont peut-être 12-13 ans et d'autres qui en ont 18-25 ? Comment on fait pour parler aux deux sans que ça ait l'air... Alors déjà, ce qui est vachement bien, c'est que j'ai dit à ton équipe, c'est que déjà, on n'est pas... j'ai rien contre d'ailleurs les autres personnes qui font ça, mais on n'est pas dans l'archétype de la chanson d'influenceur qui se lancerait dans un truc juste pour faire le buzz et tout. Là, on prend un sujet qui est hyper dur, avec une musique qui est assez sobre, assez soft et tout. Mais comment on fait pour parler à ces deux volets de la communauté ? Je pense que les jeunes ne sont pas bêtes. Les jeunes ne sont pas bêtes, les jeunes ne sont pas idiots. On a tendance à prendre les enfants comme des jeunes idiots, des jeunes qui ne savent pas écouter, qui ne connaissent pas les mots de la langue française. C'est bête. Mais tu peux pas leur parler avec la même, j'imagine, avec la même, entre guillemets, degré de violence, entre guillemets. Alors, non. C'est pour ça qu'à travers la musique, il y en a qui font ça à travers l'humour, il y en a qui font ça à travers la musique. Et moi, la musique, c'est ce qui m'a sauvée un peu de tout. On en avait déjà parlé, etc. Du harcèlement scolaire. Exactement. Mais j'ai également vécu des violences conjugales. Donc, ça m'a fait... c'était important pour moi aussi de parler de ce passage-là de ma vie. J'en ai pas beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas. Et je voulais pouvoir faire un pont avec ce domaine parce que c'est pas normal. Il faut que toutes ces femmes qui écoutent cette chanson et même qui le vivent, elles se rendent compte que c'est pas normal et qu'elles ont le choix. Elles ont le choix de pouvoir partir. C'est dur, mais il faut partir. Il faut pas rester. Souvent, ça commence comme ça. On pousse... des insultes physiques, des insultes, après c'est physique. Il n'y a pas de petite violence. Compliqué, exactement. Il n'y a pas de petite violence. Une violence, c'est une violence. Et après, ça s'empire et on se trouve toujours des excuses. Moi, je trouvais toujours des excuses. Ah, il n'a pas fait exprès. Ah non, mais là, j'ai un bleu, mais ça a passé, c'est pas grave. Mais non, c'est pas normal. Et c'est plus tard qu'on s'en rend compte que c'est pas normal. Quand on arrive à un stade et on se dit, mais je ne me sens pas heureuse dans ma relation, mais je n'arrive pas à en sortir. C'est très grave. Il ne faut pas attendre. Et d'ailleurs, c'est ça qui avait guidé aussi ton choix d'accompagner les jeunes victimes de harcèlement scolaire avec un geste, comme pour les femmes battues. C'est ça. Il y a un geste pour qu'on les reconnaisse à distance. Toi, tu as créé un geste pour les violences et le harcèlement scolaire pour que les enfants puissent s'identifier si jamais il y a besoin. Oui. Et la violence qu'on subit et qu'on subit tous, ça passe aussi. C'est pour ça que je voulais faire ce parallèle-là avec ce que tu vis en ce moment sur les réseaux sociaux. Parce que la violence, elle commence aussi par cette violence qu'on prend dans les réseaux sociaux. Ouais. Et j'ai vu passer des choses sur tes réseaux avant-hier. Je dois dire que franchement, vous avez le droit de pas aimer Ophénia, ça arrive à tout le monde. Mais franchement, quand je vois passer ce que je vois passer, qu'elle crève, ou on attaque son frère qui a disparu il y a quelques années en disant qu'elle le rejoigne, les réseaux sociaux dans ces cas-là, on a juste envie de vous dire, mais allez bien vous faire...
Les gens vont mal, mais moi c'est ce que je me dis à chaque fois, je pense que toi aussi, faut vraiment c'est un vrai travail sur soi quand tu commences les réseaux sociaux et tu t'aperçois que les gens sont en projection totale de leur mal-être, donc il faut vraiment rester en disant c'est pas moi là, on n'est pas en train de parler de moi, c'est un mal-être dont il est en train de parler, mais les gens vont vraiment mal, il y a en tout cas une partie de la population qui est dans une violence verbale et dans une violence, un truc. Et les réseaux sociaux c'est une émulation permanente entre les gens. Merci d'en parler, merci d'en faire de l'art et de le mettre encore une fois en lumière, et c'est tellement beau quand les gens commencent à prendre leur vie, leur chemin de vie, tu as écrit et le d'ailleurs mettre en lumière. Bravo. Oui, c'est ça. Que tu as coécrit avec Fabio, oui. Avec Fabio et composé autrice et compositrice avec Fabio. Ouais. Bon, voilà, et c'est important de s'emparer d'un tel sujet, voilà, et ça permet aussi de... Ça fera pas taire les haters, ce sont les haters, c'est pas grave. Ils sont intarissables à la visibilité. Non mais il fallait quand même leur dire, parce que voilà, c'était important de leur signaler et de le mentionner, que c'est pas acceptable sur les réseaux sociaux, comme ailleurs d'ailleurs, pas simplement sur les réseaux sociaux, et c'est aussi pour ça qu'on crée ce genre d'endroit, c'est pour que, face à l'ambiance un peu morose qui subit sur les réseaux sociaux, de se retrouver dans des endroits comme celui-là pour ensemble et juste partager nos expériences, ça fait toujours du bien. Si vous avez besoin de parler, les haters, sincèrement, il y a des numéros spéciaux qui sont super bien, qui peuvent vous aider. Et je le dis vraiment sincèrement, c'est que c'est souvent des gens qui vont mal en fait. Donc il y a des gens, il y a des spécialistes, il y a des psys, il y a même des gens qui sont juste à votre écoute sur des numéros comme le 3220 ou le 3230 pour le harcèlement, je sais plus. C'est le 3018. 3018. Ouais. Il y a des numéros qui existent et qui sont hyper simple à faire, et vous êtes pas obligé de déverser votre mal-être, et en tout cas vous aussi vous pouvez être aidé, on va pas cliver, mais vous pouvez aussi être aidé. On rappelle donc Erreur 404, le premier titre d'Ophénia qui est disponible depuis quelques jours et qu'on aura évidemment l'occasion, j'espère, de vous faire réentendre plus tard quand le titre aura pris son envol, peut-être venir le faire ici en live, on verra dans quelques mois. Je rappelle aussi, on va avoir un dernier visuel qui est le coffret, voilà, le coffret de notre ami Guillaume qui est venu pour Pulse, pour relancer ce coffret qui est déjà assuré d'exister, donc ça c'est plutôt bien, mais quand même ne vous endormez pas, continuez, si vous voulez avoir de belles surprises, cette maison d'édition vous promet de belles découvertes, comme ils savent le faire sur tous leurs projets. Je rappelle aussi à la Scala la pièce Kids, portée par Lucia Passaniti, qui était avec nous et qu'on était ravis de retrouver. Voilà le beau visuel. Et puis toujours celui qui est ici chez lui et qui, j'espère, reviendra bientôt dans cette émission, qu'on retrouve dans plein d'autres sujets. Bientôt pour tu me disais, les 50 ans de... Les 30 ans 50 ans de Bob 30 ans de Bob l'éponge. On va bientôt fêter les je ne sais plus combien de Bob l'éponge, parce qu'il a aucune ride, donc sur Nickelodeon, on va faire plein de choses, vous allez voir. Ça on croise les doigts. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Max qui était à la réalisation de ce club. Et merci à tous vraiment d'avoir été au rendez-vous avec ces actualités riches et ces parcours qu'on aime recevoir dans cette émission. Merci à vous 4 d'être venus encore une fois. Et à très vite pour le club. Et rendez-vous en juillet pour la spéciale Masters of the Universe.